Je suis ingénieure des télécommunications après avoir fait Normal Sup et à l'époque, il y a plus de 30 ans, on rentrait à France Télécom en fait quand on avait ce parcours-là et il y avait beaucoup d'opportunités de carrière professionnelle pour les jeunes ingénieurs. J'ai toujours voulu faire du terrain, donc je suis rentrée à la direction régionale de Paris Sud. Puis après, j'ai été ingénieure grand compte en charge du groupe Crédit Lyonnais. Et puis enfin, j'ai décidé d'aller vraiment sur le terrain de façon très opérationnelle, prendre la responsabilité finalement d'un département pour France Télécom avec une business unit, c'était à l'époque comme ça, il y avait 260 personnes à manager et puis 90% de non-cadres, ça c'était jusqu'à mes trentaine d'années. J'ai voulu aller me confronter à la réalité du privé et à l'entrepreneuriat. Donc je suis rentrée associée dans une start-up qui, pour la petite histoire, développait en 2002 un logiciel d'analyse de données à partir d'algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc on a levé des fonds, on avait levé quand même 5 millions d'euros auprès de gros investisseurs. Mais mon aventure de start-up s'est arrêtée là et en 2003 j'ai décidé de créer mon entreprise de conseil en réseau et télécommunications. Je me suis associée avec une femme qui faisait la même chose que moi. On a développé cette activité. Et puis un jour, un grand élu du département d'Eure-et-Loir, dans lequel j'avais décidé avec mon mari de m'installer dès 2001, est venu me voir et m'a dit « Est-ce que ça vous dirait de devenir député ?» C'est comme ça que j'ai saisi l'opportunité de me présenter aux élections législatives de 2007. Et puis j'ai déroulé mon projet de campagne comme un projet d'entreprise avec la volonté farouche de gagner cette élection, ce qui a été le résultat. Et puis j'ai été réélue en 2012, j'ai été réélue en 2017. Et puis en fin 2020, j'ai postulé au poste de présidente de l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. J'ai vu ça comme une continuité très logique en fait de l'ensemble de ma carrière. C'est un immense levier d'efficacité en fait. Ça ne l'était pas hein, quand j'ai commencé ma carrière à ce point-là. Hein. Ça a été le sujet professionnel, mais ça ne l'était pas parce que je dirais, les réseaux sociaux n'existaient pas au début de ma carrière professionnelle. Le télétravail n'était même pas envisageable. La visioconférence, on n'avait pas les débits sur les réseaux pour avoir une qualité suffisante. Donc ce n'était pas un levier d'efficacité comme c'est aujourd'hui. Je pense que, et encore je suis un peu une dinosaure, c'est-à-dire que quand je vois mes enfants qui ont entre 20 et 30 ans, on va dire, ils utilisent le numérique de façon encore plus efficace que je ne l'utilise aujourd'hui, avec un optimum d'utilisation du mail pour certains usages, des outils collaboratifs pour d'autres, des réseaux sociaux pour s'organiser, des réseaux sociaux pour se faire connaître. Il faut consacrer du temps à animer son réseau, ses contacts, et faire en sorte que autour de vous, vous créez un club de relations variées qui permet en fait d'asseoir en fait son profil professionnel. Et ça, le numérique est quand même formidable pour ça c'est sûr. C'est lutter contre le syndrome de l'imposteur. À plein moment de ma carrière, je me suis dit non, ce poste-là, il n'est pas fait pour moi. Non, je ne vais pas y arriver. Alors qu'on me demandait, on me proposait le poste, alors qu'on venait me chercher pour candidater sur un poste. Donc je me suis fermée moi-même des portes. Bon, j'ai une belle carrière pour autant, donc et on peut décider à un moment donné de se fermer les portes, parce qu'on a d'autres priorités dans la vie, ça mais pas parce qu'on n'est pas compétente ou parce que, pas pour de mauvaises raisons. Et lutter contre le syndrome de l'imposteur, c'est se faire entendre aussi dire quelquefois. J'ai pris un poste quand j'ai candidaté pour être directeur de France Télécom en Eure-et-Loir. Le patron qui m'a recruté, il m'a dit « Je prends le risque de vous recruter ». Le deuxième obstacle, c'est le nombre de fois incalculable que j'ai été obligée de me justifier en tant que femme, mariée et mère. Ouais. Si j'avais été juste femme, peut-être que ça aurait été plus simple. Mais il se trouve qu'on a une vie complète, et heureusement d'ailleurs, ça fait partie de notre équilibre. Aussi un troisième, c'est qu'il est très difficile en fait de se projeter sur un poste quand il n'y a que des hommes sur ces postes, et quand c'est un univers que d'hommes. À un moment de ma carrière, j'ai été
dans des négociations de très gros contrats, de deals d'outsourcing, et il y avait autour de la table des financiers, des banquiers d'investissement, des investisseurs. Et je me suis interdit finalement de me projeter sur ce poste parce que l'univers des banquiers d'affaires, des banquiers d'investisseurs à l'époque, c'était 100% d'hommes ou 99% d'hommes. Donc voilà, ça c'est aussi une autre chose contre on doit lutter, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de femmes rôle modèle, c'est difficile pour une femme de se projeter dans cet univers-là. Alors il y a deux axes, hein. Il y a l'opportunité, mais oui, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience générale dans les entreprises qu'il faut une certaine parité pour que ça fonctionne bien, et que dans le domaine du numérique où il y a très peu de femmes formées aujourd'hui dans le domaine du numérique, et les opportunités sont grandes parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui veulent embaucher des femmes. Et la deuxième chose que vous avez citée, qui est pour moi la première priorité, c'est que c'est une nécessité. C'est-à-dire que le numérique est en train de façonner le monde actuel et le monde de demain. Le développement d'algorithmes d'intelligence artificielle va façonner le monde dans tous les domaines. Et on voudrait que ça soit uniquement créé par des hommes. Moi, je pense que c'est trop dangereux pour l'avenir de l'humanité. Le premier conseil, c'est basique, hein, c'est de saisir les opportunités. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités qui passent, et pas de se dire « ah non, non, si on est intéressé, non, non, c'est pas pour moi, ça va être compliqué, ça va… » Voilà, il faut sentir, dès qu'on a une motivation, il faut saisir l'opportunité. La deuxième, c'est d'oser se battre, en fait, et candidater pour ces postes. Il y a plein de femmes, moi j'en ai vu plein dans la vie politique, qui se disent… Comme il n'y a pas beaucoup d'hommes et tout ça, non, ça va être compliqué, et puis il va falloir se battre pour y arriver et tout ça. Non, il faut oser se battre, et puis dans ce cas-là, accepter aussi le résultat. On ne gagne pas à chaque fois, quand on candidate, ce n'est pas toujours bon pour nous, donc il faut accepter aussi l'échec, et puis repartir, rebondir, et voilà, c'est vraiment des challenges. Et puis, je pense ne pas s'interdire de vouloir accéder à des postes de pouvoir. La relation des femmes avec le pouvoir, en tout cas des femmes de ma génération, je vois que mes filles sont un petit peu différentes, mais peut-être parce qu'elles m'ont eu comme rôle modèle, donc je ne généralise pas, mais ne pas laisser sa place en fait dans les postes de pouvoir. Quand on s'estime aussi doué qu'un homme pour prendre le poste de pouvoir, ou que ça serait assez légitime qu'il y ait une femme à cette poste-là, il faut candidater, il faut y aller, donc pas laisser sa place.